Bonsoir, il serait imprudent de parler de loi des séries, mais une plaque de plâtre de 200 mètres carrés s'est effondrée dans un supermarché Casino cet après-midi à Hyères, dans le Var. 2 personnes ont été légèrement blessées et les 500 personnes qui se trouvaient dans le magasin ont été évacuées dans le calme. Patrice Velay. De l'accident, vous ne verrez rien, le supermarché a été bouclé par les forces de l'ordre dans les plus brefs délais. À l'intérieur, ce n'est ni un plafond, ni un faux plafond qui s'est effondré, mais une cloison, un plaquage de dalles en plâtre, en fait, la décoration du rayon boulangerie. Une jeune femme et une fillette ont été transportées à l'hôpital, légèrement blessées. Pour l'heure, la cause de cet accident n'est pas connue. Sur place, certains évoquaient la tempête qui sévit dans le Var. Le vent a soufflé de façon extrêmement violente à plus de 100 ou 120 km/h cet après-midi, donc il est possible qu'une prise d'air importante ait pu conduire au décrochement des panneaux. Dans l'après-midi, une commission de sécurité a visité le supermarché. Sa décision, fermeture jusqu'à nouvel ordre, au moins une semaine, le temps de pratiquer un examen technique complet du bâtiment. Ce supermarché Casino était ouvert depuis juillet dernier. À Nice, le bilan du drame qui s'est produit avant-hier est de 2 morts et de 93 blessés. 64 d'entre eux sont rentrés chez eux. Aucune personne n'est portée disparue. Mais les sauveteurs tiennent à rester prudents. Ils attendent avant d'être sûrs le déploiement de la dalle de béton. Quant aux experts, ils tentent de comprendre. Le reportage d'Anne Guéry et de Hervé Pozzo devrait nous parvenir d'un instant à l'autre. Patrice Velay a fait allusion à l'instant à une cause possible de l'accident qui s'est produit dans le supermarché Casino de hier, la tempête. Il est vrai qu'elle a été violente dans le sud du pays, mais aussi dans le nord, mais aussi en Europe. Christophe Tortora. La cheminée de cet immeuble n'a pas résisté au vent violent qui soufflait hier soir à Paris. À l'intérieur, le 5e étage s'est totalement affaissé, tuant sur le coup la personne qui y vivait. Le nord et l'est de la France ont été particulièrement touchés par cette tempête. Le vent a soufflé jusqu'à 130 km/h. Comme pour illustrer ce livre d'école, 2 classes ont été soufflées près de Nancy. Fort heureusement, la bourrasque a eu lieu entre 2 h et 3 h du matin. Les élèves reprendront les cours lundi. Partout en Europe, les dégâts sont considérables. Toitures arrachées, électricité coupée, trafic ferroviaire et routier perturbé. La tempête a tué au moins 7 personnes la nuit dernière. La plupart des victimes sont des automobilistes. Ils n'ont pas pu éviter les arbres qui se trouvaient au milieu des chaussées. Le vent a soufflé à plus de 170 km/h en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique, en Autriche, plus de 200 km/h en Suisse. Et le vent va souffler demain dans le sud du pays, près de la Méditerranée. C'est ce que Sophie Davant vous annoncera à la fin de ce journal, mais elle annoncera également une accalmie. Je vous propose de retrouver à Nice Anne Guéry et Hervé Pozzo. Marquées à la peinture rouge. Une à une, les pièces à conviction ont été isolées. Des parpaings ou des blocs de béton qui permettront peut-être de savoir si les travaux effectués dans le casino ont provoqué l'effondrement du toit. Un scénario que les gens du quartier ne cessent de commenter depuis 2 jours, et ceux qui ont vu les ouvriers travailler avant l'accident croient à cette hypothèse. C'est l'escalier qui permet d'accéder au parking en sous-sol. Et par cet escalier, j'ai vu des ouvriers sortir avec une chaîne des énormes blocs qu'ils étaient incapables de prendre ne serait-ce qu'à 3 ou à 4 parce que ça pesait trop lourd. Donc ils avaient un palan qu'ils avaient mis en appui sur le poteau béton. Aujourd'hui, un employé a déclaré qu'il perçait une cloison en béton cellulaire juste avant l'effondrement. L'endroit est actuellement sous les décombres, alors il faudra quelques jours à la police judiciaire pour dire s'il s'agissait d'un mur porteur. La PJ, qui a sans doute déjà interrogé cet entrepreneur, devenu depuis l'accident très discret. L'entreprise n'a aucun commentaire à faire. Pour toute information, vous contactez la direction de Casino, c'est un problème Casino. Eux se taisent, tandis que beaucoup d'autres se perdent dans des démarches administratives. J'ai aussi une photocopie de son arrêt de travail, si vous le voulez. Ah oui. Ce sont les victimes qui affluent maintenant chez l'assureur de Casino pour y être indemnisées. Indemnisées pour les dommages subis, mais il en est que rien ne pourra sans doute effacer. On n'arrête pas d'y penser, quoi. Ça sera dur à oublier. On est passé très près de la mort, on a cru qu'on allait mourir. 7h12 ce matin, l'Airbus A330 décolle de Paris-Orly pour Marseille. Un quart d'heure plus tard, il se repose à Orly. Le train d'atterrissage n'était pas rentré. Prudente, la compagnie Air Inter a préféré interrompre le service commercial de l'A330. Mais ce soir, nos envoyés spéciaux à Toulouse, Isabelle de Lyon et Gilbert Ruzan, sont en mesure de nous dire que le train d'atterrissage est moins capricieux.
Retour à la case départ pour l'A330 aux usines d'Aérospatiale à Toulouse. L'avion arrivé en début d'après-midi s'est payé le luxe de toucher les roues, puis de repartir, rentrer le train d'atterrissage avant de se poser à nouveau, cette fois pour de bon. Preuve que la panne qui l'affecte n'est qu'intermittente mais bien gênante. Ce matin, le vol Orly-Marseille a dû faire demi-tour, les roues ne rentraient pas. 3e incident en 10 jours d'exploitation pour cet avion d'Air Inter. Il y a eu 3 incidents avec Suisse ce matin, mais qui ont certainement la même origine. Et je le répète, ces incidents ne remettent en cause ni la sécurité de l'avion, ni la sécurité des passagers. Simplement, ça remet en cause l'exploitation commerciale. Une panne localisée près des roues gauches du train d'atterrissage, bien mystérieuse car elle n'affecte que cet appareil. 4 avions d'essai du même type volent sans problème. Avec le même train d'atterrissage, les A340 ont fait 7000 fois la manœuvre. Pas de chance pour Airbus Industrie, c'est le premier et le seul appareil mis en service commercial qui accumule les incidents. La semaine dernière, les ingénieurs avaient cru localiser la panne. Dès cet après-midi, ils sont retournés à leurs études. Ça prendra le temps qu'il faut, mais nous trouverons l'origine. Si c'est un sous-équipement défectueux, nous le remplacerons. Nous étudions tous les problèmes actuellement. C'est un aléa opérationnel. Au moment où je vous parle, vous pourriez vérifier, il y a probablement de par le monde 200 avions qui font demi-tour après avoir décollé, car il y a un système qui peut-être ne fonctionnait pas tout à fait comme il fallait. Pas de quoi remettre en cause les commandes d'Air Inter, ni sa confiance en Airbus Industrie. Dès 18 h, l'avion reprenait ses essais en vol au-dessus de Toulouse, sans problème. Les habitants de la région de Soissons et de Compiègne en Picardie ne savaient pas que des camions entreposaient clandestinement des déchets hospitaliers venus d'Allemagne. Maintenant, ils le savent. Ces camions ont été interceptés. José Blanc-Lapierre. On ne le sait que depuis aujourd'hui. Au milieu de ces immondices étaient dissimulées des seringues et des poches de sang. 1000 tonnes de déchets hospitaliers en provenance d'Allemagne. La décharge contient aussi des plastiques qui ont servi à emballer Dieu sait quoi. Des révélations qui inquiètent ceux qui habitent à 2 pas. Alors là, si c'est des produits toxiques, alors c'est qu'on va. Il y a pour les enfants ici, il y a les enfants et tout. Bon, quoi qu'ils vont jamais promener par là, mais des chiens ou... Il y a les temps de pêche à côté. Cette décharge n'aurait peut-être jamais été dévoilée sans un coup de filet du service des douanes. Il y a 10 jours, lors d'un contrôle de routine, voilà ce qui a été trouvé à bord d'un camion venu d'Allemagne. Ces pièces à conviction ont conduit jusqu'à la décharge clandestine de Fontenoy, où du plomb et du zinc ont également été découverts. Je suis venu pour confirmer la volonté du gouvernement d'être extraordinairement sévère contre les trafiquants de toutes sortes. Qui importer dans notre pays des déchets dangereux pour la santé et dangereux pour l'environnement, nous ne sommes pas décidés à le tolérer. Aussitôt dit, aussitôt fait. Le camion confisqué a repris la route, direction l'Allemagne, retour à l'envoyeur. Les chômeurs s'organisent, certains d'entre eux ont participé aujourd'hui aux états généraux du chômage qui se sont ouverts à la plaine Saint-Denis près de Paris. Ils ont convié de nombreux décideurs, des hommes et des femmes qui ont du travail et dont ils attendent surtout des idées. Reportage de Luc Bazizin et André Germain. Voici une partie du décor. Ambiance kermesse à l'entrée pour accueillir les visiteurs. Une vitrine du terroir pourtant loin des préoccupations des chômeurs. Ils sont quelques centaines à s'être déplacés pour participer à ces états généraux du chômage et de l'emploi. Mais avant, il faut payer un droit de passage, 50 francs. Ici, chacun est venu pour inventer une nouvelle société. L'idée d'une organisation autonome des chômeurs fait son chemin. Si nous sommes arrivés à un triomphe aussi insolent des corporatismes et des égoïsmes et des archaïsmes, c'est que les chômeurs n'ont pas pu prendre part au débat social. À partir du moment où ils deviennent acteurs, vous verrez, les choses changeront fondamentalement. Et nous irons en effet vers une société où l'emploi sera partagé, où il y aura des activités pour tout le monde et des revenus pour tout le monde. Ce sera une société de justice et c'est possible. Un optimisme que les 3 300 000 chômeurs aimeraient peut-être partager. Ici, ils sont 3 à 400 et pour eux, toute idée pouvant concourir à créer des emplois est prise en note. La réduction du temps de travail à 32 heures serait déjà un moyen de créer des emplois et en nombre important. Mais une des causes du chômage, c'est la modernisation abusive des entreprises. Et c'est pour ça que nous préconisons une cotisation, et pas une taxe, une cotisation sur le modèle des cotisations que payent les travailleurs, que paieraient les robots, les ordinateurs, les systèmes experts, qui en quelque sorte volent l'emploi aux gens. Des idées qui ne feront peut-être pas le tour du monde, mais tout le monde ici essaiera d'en faire le tour. Illustration de la crise économique, les difficultés du fleuron de la sidérurgie française Sassilor, baisse des ventes de l'acier, chute des prix, perte d'argent. Jean-Yves Perrin.
les grands fabricants d'acier européens dans la tourmente en 93. L'allemand Thyssen a été le premier à afficher de lourdes pertes, 3,5 milliards de francs contre un bénéfice d'1 milliard en 92. Hier, c'est Usinor Sacilor qui publie ses résultats pour l'année passée. Les pertes s'élèvent à 5,8 milliards de francs, plus du double de celles enregistrées l'année précédente. En fait, ces résultats désastreux s'expliquent par la conjonction de plusieurs facteurs. Le prix de l'acier d'abord. La chute des cours se poursuit et malgré cela, les ventes baissent. La concurrence ensuite est principalement celle des pays de l'Est, à la recherche de nouveaux marchés. Mais les dirigeants d'Usinor Sacilor vont plus loin et accusent Bruxelles. L'Union européenne subventionne des sidérurgies italiennes, espagnoles et celles de l'ex-RDA en pleine déconfiture. Cela fait autant de nouveaux concurrents pour ceux qui ne touchent plus de subventions. Une éclaircie tout de même avec la bonne tenue de la balance commerciale de la France. L'excédent novembre 93 a été de 6,63 milliards de francs pour les 11 premiers mois de l'année précédente. Le solde commercial est excédentaire de plus de 75 milliards de francs. 2 Françaises ont été assassinées au Maroc, à Casablanca. Il s'agit de Dolores Morales, 87 ans, et de sa fille Simone Diandé, 47 ans. Elles ont été retrouvées mortes dans leur appartement de Casablanca où elles vivaient ensemble. Il n'y a eu ni effraction ni vol. Il est possible qu'elles aient été tuées par une ou des personnes qu'elles connaissaient. Voilà toutes les précisions que nous avons obtenues depuis le début de ce journal. Et au Yémen, 3 Français ont été enlevés et sont retenus en otage. Ils seraient l'objet et l'enjeu de rivalités entre tribus. Olivier Lerner. C'est l'histoire de 2 tribus qui s'affrontent. L'une est puissante, l'autre est enclavée, encerclée, un peu étouffée. Et pour sortir de son isolement, elle fait pression sur l'adversaire pour qu'une route en construction passe enfin par chez elle. Et tous les moyens sont bons, y compris les plus spectaculaires, le rapt en l'occurrence. 3 touristes français font donc les frais de cette confrontation tribale. Un couple de professeurs en retraite et une femme cardiologue originaire de Nancy. Selon le Quai d'Orsay qui suit cette affaire de près, les otages sont en bonne santé et bien traités. Ils seraient détenus dans une maison et disposeraient pour patienter de livres et de journaux transmis par l'ambassade de France à Sanaa. Des négociations sont en cours avec des membres de la tribu des Ahnoun qui revendiquent ce rapt et qui font passer ce message: nous ne cherchons pas à mettre en danger la vie des Français, mais nous protestons contre la décision du chef des Hached qui a dévié le tracé de la route. Cette prise d'otage n'est pas une première au Yémen. Il y a 2 mois déjà, 2 Italiens, un Canadien et un Britannique avaient été capturés, semble-t-il, pour les mêmes raisons. Ils ont été libérés après quelques jours de détention. Notre profession endeuillée une nouvelle fois. 3 journalistes ont été tués en Bosnie. Il s'agit des 3 membres d'une équipe de télévision qui travaillait pour la chaîne de télévision italienne RAI. Ils ont été tués par un obus de mortier à Mostar en Bosnie. Cela porte à 38 le nombre de journalistes tués depuis le début de ce conflit, depuis 91, depuis le début de cette guerre stupide. La situation devient d'ailleurs si grave que Londres a décidé de suspendre sa participation au convoi humanitaire. Christian-Marie Monod. Un Britannique, Paul Goodall, père de 4 enfants, a été tué en Bosnie. Il était volontaire au Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Il a été victime d'une embuscade alors qu'il rentrait hier soir à son hôtel de Zenica avec 2 de ses collègues, qui eux ont été blessés. Leur voiture a été interceptée par 3 hommes armés. Ils nous ont dit de nous retourner, de nous accroupir près de la rivière. J'ai entendu un coup de feu et j'ai vu que Paul était touché. Sans remettre en cause la présence des 2600 casques bleus britanniques dans l'ex-Yougoslavie, la Grande-Bretagne a immédiatement réagi en annonçant qu'elle suspendait pour une durée indéterminée sa participation à l'action humanitaire. Jusqu'à ce que la situation soit plus claire et que les responsables soient connus, nous avons décidé de suspendre les convois britanniques. Ce grave incident fait la une de la presse du soir à Londres et il relance le débat sur le maintien des casques bleus britanniques en Bosnie. Douglas Hurd, le ministre des Affaires étrangères, se rend à Washington. Il souhaite un engagement plus actif des Américains, mais il est hostile aux frappes aériennes souhaitées par les Français. Le prochain président de l'État algérien s'appellera peut-être Lamine Zeroual. Il a 53 ans, il est général à la retraite. C'est le ministre algérien de la Défense. Sa nomination aurait donc une forte valeur symbolique. Sa mission, rétablir l'ordre dans le pays, mais il ne la réussira que s'il rétablit un autre ordre.
économique. La situation économique est en effet très mauvaise dans ce pays. Reportage de nos envoyés spéciaux Jérôme Bonny et Alain Dubas. Deux priorités pour le président qui va être désigné ce week-end: lutter contre l'insécurité, redresser l'économie. Pour le consommateur algérois, même dans ce marché d'un quartier plutôt riche, la valse des étiquettes tourne au cauchemar. Terriblement cher, terriblement cher. C'est trop, les gens ne peuvent plus manger, fini. C'est trop. Est-ce qu'elle est chère aujourd'hui à Alger, la viande? Très très cher. Là on l'achète à cause des enfants, de temps en temps, pour leur donner un peu de viande. Et la ménagère algérienne n'est pas au bout de ses peines. En effet, le nouveau président va devoir assez rapidement composer avec le Fonds monétaire international pour rééchelonner une dette dont le remboursement engloutit chaque mois 700 millions de dollars, soit pratiquement toutes les recettes des exportations de pétrole et de gaz. Mais avant de voler au secours de l'Algérie, le FMI exige une dévaluation du dinar et la suspension de subventions à certains produits de première nécessité. Autant dire que les prix risquent de déraper à nouveau. La partie va être serrée et c'est sans doute l'armée qui va prendre le devant de la scène. Le nom du général Zerroua, l'actuel ministre de la Défense, court sur toutes les lèvres. Pour le président de la commission du dialogue national, Youssef El Khatib, c'est le meilleur présidentiable. Après l'échec de la conférence du consensus national, le Front islamique du salut, bien que dissous, semble être devenu un interlocuteur incontournable. Et d'après les informations que nous avons ici à Alger, les islamistes pourraient voir dans le général Zerroua un éventuel homme de dialogue. Dans tous les cas, on saura avant dimanche soir si l'actuel ministre de la Défense devient le nouveau président de transition de l'Algérie. Il s'appelle H-U-E, il n'y a pas d'accent, prénom Robert. Il tentera d'être aussi célèbre que Marché, Georges. Il lui succédera peut-être demain à la tête du Parti communiste français, Jean-Baptiste Prédali, Frédéric Delarue. Ce sont les signes qu'on guette dans un congrès communiste, surtout une veille de succession. Juste derrière Georges Marchais, Robert Hue, 47 ans, patron des élus communistes, quasi inconnu avant le congrès, la rumeur l'a déjà consacré successeur. Il a prononcé le discours d'ouverture, il a présenté le manifeste du PCF et depuis 4 jours, son maître mot, c'est la sérénité. Le congrès est très serein. Il y a un bel affrontement d'idées, mais il est serein. Je suis serein aussi. Au nom de quoi je ne le serai pas. Bien sûr, il reste une longue nuit avant la désignation possible. Des discussions à huis clos au comité central, d'autres prétendants, comme Alain Bocquet, président du groupe communiste à l'Assemblée. Il y a aussi les contestataires, les partants comme Charles Fitterman, ou ceux qui aujourd'hui prennent date pour le prochain secrétaire général. J'espère que ce sera un homme de tempérament, qui saura affirmer une certaine autonomie de conduite et qui ne sera pas trop tiré à hu et à dia par différentes sensibilités ou rivalités. Et puis, dans ceux qui vont peser dans la décision, il y a Georges Marchais, surtout occupé à ce qu'on ne conteste pas, son bilan de 22 ans. Pas de faux procès, parce que ça, c'est le passé, et je viens de le dire, c'est révolu, irrévocablement. Georges Marchais l'a dit, les militants l'ont fait, ils ont enterré le centralisme démocratique pour peut-être désigner demain, après un congrès de transition, un secrétaire général sous surveillance. Il y a un air de campagne à Paris, un air de campagne électorale. Une élection législative partielle aura lieu dimanche. Elle opposera notamment le socialiste Daniel Vaillant à la candidate de la majorité Anne-Marie, qui a une particularité. Elle a le même nom que le député invalidé, Pierre Bloch. C'est sa femme, Laurent Boussier. Bonjour madame, c'est Daniel Vaillant, ancien député. Je suis avec Roger Madec et Daniel Markovitch, conseiller de Paris. On voulait simplement vous saluer. Un appartement de plus et une personne ou deux à convaincre, la routine pour tout candidat à toute élection la dernière semaine avant le vote ressemble à un marathon. Porte à porte, visite des commerçants et meetings, campagne classique. Mais quand elle se déroule à Paris, toute bataille électorale a un enjeu politique qui dépasse le cadre étroit d'une circonscription. Ausculté à la loupe par tous les partis et malgré la présence d'une douzaine de candidats, le duel final se résumera en un affrontement entre la candidate UDF-RPR et le candidat socialiste. Chacun fait appel à ses parrains, Claude Estier, Henri Emmanuelli, Michel Rocard pour Daniel Vaillant, Alain Juppé, Jacques Chirac et surtout Charles Pasqua pour Anne-Marie Pierre Bloch.
Moi, j'avais une question à vous poser. Je voudrais profiter de l'occasion, M. Pasqua. Je suis parent d'enfants français. Je suis en France depuis très longtemps. J'ai l'autorité parentale. Ma fille, elle est française. J'ai le certificat de nationalité. Dans cette 19e circonscription de Paris, à cheval sur le 18e et le 19e arrondissement, immigration, drogue et prostitution forment un cocktail explosif. Mon mari, en 8 mois, a fait quand même énormément de choses dans le quartier, au niveau sécuritaire. D'ailleurs, Charles Pasqua est là aujourd'hui pour redonner confiance aux habitants de ce quartier. Et beaucoup de personnes, en me promenant sur le trottoir, me disent c'est bien, ça commence à changer, mais il ne faut pas s'arrêter là, il faut continuer. Il s'agit d'élire un député qui connaît les problèmes des gens, qui veut les défendre, qui veut les aider. Je crois que les gens se rendent compte finalement qu'il vaut mieux quelqu'un qui habite le quartier comme moi, qui connaît les problèmes, qui vit les problèmes avec les gens, que quelqu'un qui vient d'ailleurs. Faire une brèche dans la citadelle chiracienne de Paris, c'est le rêve des socialistes. Envoyer une femme de plus à l'Assemblée nationale, qui en manque beaucoup, c'est le souhait de la majorité. 5 jours d'audience, c'est toujours la même énigme et toujours la même question. Omar Haddad est-il l'assassin de Ghislaine Marchal? Question d'autant plus difficile qu'un mystère s'ajoute à tous les autres. Les experts ont du mal à déterminer l'heure du crime. Dominique Verdeillan, Hervé Pozzo. Seuls Maître Leclerc et Maître du Grand Rue, beau-frère de la victime, étaient présents ce matin sur le banc de la partie civile. Le fils et la sœur de Mme Marchal ont préféré ne pas entendre les détails concernant une agonie en sous-sol. Une quinzaine de plaies, un peignoir de bain maculé de sang, un descriptif macabre et une préoccupation générale, l'heure du crime. 3 médecins légistes ont tenté de définir un créneau horaire pour s'arrêter, 6 mois après les faits, au dimanche 23 juin vers 13 h. Mais à l'audience, la défense sort de sa poche son expert, un médecin niçois qui met en doute les conclusions de ses confrères. Le diagnostic d'un témoin face à la science de 3 experts et Maître Vergès de plaider hors audience l'erreur judiciaire. Celui qui fait les premières constatations dit « je fais confiance au dossier ». Il n'a pas à faire confiance au dossier. Il a à dire si à cette heure-là, elle était vivante ou morte. Et l'autre arrive, qui n'était pas là pour la levée du corps, et dit « moi, je lui fais confiance à lui ». Et ça mène à ceci. C'est un pur scandale, et je crois qu'il est temps de dénoncer ce scandale. Nous pouvons dire aujourd'hui que nous ne savons pas quand elle est morte. Voilà. Et ce procès devient donc une nouvelle fois l'autopsie d'une enquête bâclée. Pour les jurés, le dernier espoir d'y voir clair, ce sont les experts graphologues. Ils seront entendus lundi. Ainsi, la cour d'assises se retrouvera au point de départ de l'affaire, autrement dit l'inscription posthume. Alors, Omar Haddad saura si, outre son nom, c'était sa condamnation qui était inscrite. Coup de théâtre au procès de Francis Holm, accusé d'avoir tué Aline Pérez en 89 et soupçonné d'avoir commis plusieurs meurtres. Un témoin capital, absent hier, a été finalement retrouvé et entendu aujourd'hui. Valérie Gagé, Pierre Deslandes. L'entrée de Philippe Delorme dans la salle d'audience a fait l'effet d'un coup de tonnerre. Ce sans domicile fixe serait le seul témoin oculaire du meurtre d'Aline Pérez. Constatant hier son absence à l'ouverture du procès, la Cour avait délivré un mandat d'amener et c'est ce matin seulement qu'il a été retrouvé dans une communauté Emmaüs de Mayenne. Il affirme que le jour du meurtre, il se trouvait sur la plage où Aline Pérez prenait un bain de soleil. Francis Holm l'aurait alors rejoint, ivre. Il est allé vers la fille, il l'a prise par la gorge et je suis parti, dit-il. Pourquoi, demande le président. J'avais peur qu'il me fasse pareil, répond Philippe Delorme. Il était énervé. Impassible, Francis Holm se lève. Je ne l'ai jamais vu aux Emmaüs, affirme-t-il, je ne le connais pas. Ce coup de théâtre a bouleversé une journée marquée par un défilé d'experts. Francis Holm s'est lui-même adressé à un psychiatre pour lui poser 2 questions. Est-ce que je suis dangereux? Est-ce que je suis fou? Il n'obtint pas de réponse, mais dans leur rapport, les experts sont formels. Il n'y a pas d'affection psychiatrique avérée, il n'y a pas de cause pathologique sur le plan psychiatrique. Non, disent donc les experts, Francis Holm n'est pas fou, mais oui, il est dangereux. L'audition des témoins doit se poursuivre demain. Ce sera au tour de Christine, la sœur de Francis Holm, de s'avancer à la barre. Elle est une des seules qui le soutiennent encore, disant de lui qu'il est malade. Il y a des enfants qui aimeraient bien entendre ce vacarme du monde, aussi brutal soit-il, aussi assourdissant soit-il. Ce sont les enfants du silence. Ils souffrent de l'autisme. Un congrès va en parler à Limoges et va noter des progrès parfois spectaculaires. Reportage de Jean-Daniel Fessaquier et Didier Rancoeur.
Ce n'est pas n'importe quelle chorale, ce sont les petits chanteurs à la croix de bois. Ce n'est pas n'importe quel château, c'est leur école. Et dans cette école, il y a une classe bien particulière, avec 4 élèves comme Gwendoline, Alexandre, Sarah ou Victoire, 4 enfants autistes. Leur handicap les fait vivre dans un monde bien à eux, mais un monde qui n'est pas hermétique et qu'on peut les aider à entrouvrir. Ici, chaque petit chanteur va s'occuper à tour de rôle d'un enfant, avec tendresse, avec patience, avec des gestes venus du cœur. Je voudrais bien leur apporter quelque chose, comme moi j'ai envie de le faire, et je voudrais bien les aider. Ouais. Quand tu vois maintenant dans la rue ou des handicapés, est-ce que tu les regardes d'un œil différent depuis que tu t'occupes d'enfants ici qui sont autistes? Oui, beaucoup. Et cette communauté va se continuer jusqu'à table, lieu par excellence de partage. Les uns vont apprendre la différence, les autres vont tout doucement sortir de leur isolement. Notre enfant a énormément progressé dans le domaine de la communication, et même rapidement d'ailleurs. Très vite, au bout de quelques mois, elle a commencé à s'exprimer par gestes. Et dans le domaine de la sociabilisation aussi. Et c'est pour ça que tous les enfants autistes devraient bénéficier de cette prise en charge. Une prise en charge qui est bien sûr aussi éducative. C'est lourd, difficile. Il faut souvent un enseignant spécialisé pour 2 enfants. C'est un travail exigeant. Il faut parfois jusqu'à 2 ans pour apprendre un mot ou apprendre un geste. Mais c'est un travail indispensable pour que ces enfants puissent espérer un jour faire quelques progrès. Faute de structure adaptée, le devenir des enfants autistes, c'est trop souvent, hélas, l'hôpital psychiatrique à l'âge adulte. Ni Gwendoline ni ses amis ne méritent ça. L'autisme est un handicap et surtout pas une maladie mentale. Un aveu de la patineuse américaine Tonya Harding. Elle était au courant après coup de l'agression commise contre sa rivale Nancy Kerrigan, mais elle ne l'a pas dit dans l'immédiat au policier Laurent-Frédéric Bollet. Tonya Harding à l'entraînement comme si de rien n'était. Et pourtant, la roue semble tourner pour la patineuse américaine. L'étau se resserre en effet autour d'elle. Et jour après jour, son rôle se précise dans l'affaire Kerrigan. La question est de savoir si une rivalité de patinage a pu vraiment amener une sourde machination qui a conduit à une sauvage agression. Tonya Harding a rompu la glace qui commençait à l'entourer. Une conférence de presse où elle est apparue timide et fragile, presque en victime, révélant quand même qu'elle avait su très vite certaines choses. Je suis seulement responsable de ne pas avoir fait état plus tôt de certaines choses que j'ai apprises juste après l'agression en rentrant chez moi. Et puis un semblant de confession. Beaucoup d'entre vous seront incapables de me pardonner pour ça. Même moi, j'ai du mal à me pardonner. Semi-aveu ou regret sincère, l'ancien mari de Tonya Harding est prêt, dit-on, à l'accuser afin de bénéficier d'une remise de peine. Qui croire donc? Une commission vient d'être créée afin de résoudre le mystère. Plus dure sera la chute pour Tonya Harding en cas d'implication. Il ne sera plus nécessaire de monter à Paris pour admirer Matisse, Renoir ou Gauguin parisien. Vous pourrez descendre également à Grenoble. Jean-Paul Savard, Thierry Monnier. Le plus grand musée de province joue le consensus dans la sobriété architecturale. C'est un mastodonte qui s'efface au profit de sa collection. Les salles et la lumière sont proportionnées aux œuvres qu'elle caresse. C'est un musée idéal parce qu'il montre aussi bien de l'art ancien que de l'art du XXe siècle. Et cela, il y a très peu de musées en France et même dans le monde qui peuvent le faire. Ce musée qui change de murs et de lumière, mais qui fut fondé au XVIIIe siècle avant les autres musées de province, sut plus que les autres attirer les dons. Témoin, ces 4 tableaux de Zurbaran enviés par le Metropolitan de New York. Mais surtout, ces conservateurs successifs surent toujours acheter les œuvres avant qu'elles ne fussent chefs-d'œuvre. L'intérieur des Aubergines, le seul des 4 intérieurs de Matisse visibles en France, fut peint en 1911 et acquis l'année suivante, quand la révolution des volumes et des couleurs ne faisait pas encore flamber les prix. Picasso, Chagall ou le cubisme furent entre autres célébrés dans cette ville avant l'heure. Ils y sont toujours.
On parie sur des artistes, mais on parie, c'est plus que ça, on est convaincu de la valeur de leur travail, de leur réflexion. Et bien entendu, si vous me demandez de citer les artistes en lesquels je crois, je vous répondrai François Morellet, Christian Boltanski. Le musée de Grenoble, dans ses nouveaux murs, joue donc plus que jamais l'art contemporain, auquel il consacre le tiers de son gigantisme en exposition permanente ou temporaire. À partir de demain, les petites lumières de Boltanski éclaireront le public du XXIe siècle. Il est français, il est d'origine russe, il est né à Bizerte. Son héros a une gueule de légumes. Il a donc remporté le Grand Prix de la BD d'Angoulême. Vincent Guérard, Pascal Stelletta. Arrivée remarquée de Lausier, président du jury. Autour de lui, les papes de la BD, tous anciens lauréats, réunis en conclave. Fred, Margerin et Bilal, pour ne citer qu'eux, pouvaient enfin introniser un nouveau Grand Prix. Suspense tout juste supportable quand, 1 heure plus tard, miracle, Abemous Papam. Bien, le Grand Prix 94 de la ville d'Angoulême vient d'être décerné à Nikita Mandrika pour l'ensemble de son œuvre. Ce n'est pas lui ça, c'est le concombre masqué, personnage fétiche de Mandrika dont la réputation a dépassé celle de son auteur. Qui est comment? Je suis très content, et très ému et très stressé. Très stressé parce que réveillé ce matin pour la bonne nouvelle à Nice, parti pour Bordeaux en avion et en catastrophe, direction Angoulême où il eut juste le temps de se débarbouiller pour la cérémonie de ce soir. Mandrika, c'est donc le concombre masqué. Avec ses aventures délirantes et dérisoires, ses décors minimalistes et ses dialogues inventifs, il a bousculé les habitudes de la BD dans les années 70. Il fut aussi un collaborateur remarqué de Pilote, avant de fonder avec Gottlieb et Bretéché l'Écho des Savanes. Bref, Mandrika, ça décoiffe. Et le monde tel que je le vois, c'est un monde délirant, mais pas parce que mes BD sont délirantes, parce que je vois le monde en plein délire. Mandrika a été récompensé pour son œuvre passée et à venir. 15 albums derrière lui, dont le Reury, personnage aussi loufoque que le concombre. Il travaille actuellement sur une BD sans concombre ni Reury, où il parlera de la société d'aujourd'hui. Ça promet, Mandrika a plus d'une provocation dans son sac. Vous avez admiré hier les garçons de Courrèges et de Yamamoto. Vous allez voir ce soir ceux de Paul Smith qui se veut consensuel, qui s'adapte à l'ère du temps et qui veut habiller tous les publics. Marie-Josée Le Picard. En mode masculine, le nouveau nom est un nom anglais, Paul Smith. Célèbre en Angleterre, vendu dans 30 pays, il est désormais le numéro 1 en France au hit parade de la créativité. Et ça n'est pas un caprice de journaliste, mais un plébiscite des boutiques de mode. Vous voyez les modèles, ou vous regardez les mannequins, pas classiques, ou plutôt très variés. C'est peut-être l'un des secrets de la réussite de Paul Smith, des collections où chacun peut trouver son plaisir, faire un caprice. Une cravate exubérante, une ceinture trop longue, une belle chemise blanche, un tweed couleur de tourbière. Ça n'est pas une affaire de standing, mais de coup de foudre, le jour où on a assez d'argent en poche. La redingote en couleur vive, c'est le nouveau dandysme. Les laines cardées, vestons souples, gilets d'escrimeur, c'est la campagne en hiver. Deux tendances, contrastes centenaires du chic anglais. Pour présenter les manteaux longs, nouvelle tendance qui va remplacer les parkas en ville, il manquait un mannequin. Paul Smith, à droite, l'a remplacé au pied levé. Et puis, il est revenu saluer. Si vous prenez la route pour le week-end, écoutez bien ce soir les prévisions de Sophie Davant. Le vent soufflera encore dans le sud du pays, puis les précisions sur la circulation de Valérie Maurice. Après le film du vendredi sur France 2 à 20h45, Bernard Pivot recevra Jeanne Lapucelle, Sandrine Bonner et l'auteur de Jeanne Lapucelle, Jacques Rivette. À 23h40, Philippe Lefebvre vous donnera les dernières infos avant le film de France 2 du vendredi Taxi Blues de Longuine. Bonne soirée sur France 2. Je vous retrouve demain pour le premier journal du week-end à 13h. Bonsoir.